Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir les directeurs des informations de Congo Web Télévision, Ambroise Mwamba, qu'on ne présente plus. Il est présentateur de l'émission Table Ronde que vous suivez régulièrement chaque mercredi et lundi, n'est-ce pas? Bien évidemment. Ambroise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Nicole. C'est un peu de la rédaction, hein. Nous allons un peu décortiquer le programme de la Première ministre. Hein. Vous le savez, le gouvernement souminois a été investi ce mercredi à 1h35 par 397 députés sur 415 qui étaient présents dans la salle. Dites-moi, comment avez-vous trouvé son discours programme pour 5 ans? Oui, merci beaucoup pour la question. Mais lorsqu'elle a fait son discours, j'ai lisé dans les réseaux sociaux. Je commence par là. Quand j'ai lu dans les réseaux sociaux, je vois des Congolais qui sont en train de réagir, qui se posent la question, comment vous avez trouvé son discours? Il y a des gens qui disent, il a très bien parlé. Je dis, waouh, les Congolais, et ils regardent si la personne a bien parlé ou elle n'a pas bien parlé. Est-ce que c'était un bon français? Est-ce que c'était une bonne diction? Ah oui, ça c'est voilà, c'est ce qui intéresse un peu les Congolais. Elle a très bien parlé en tout cas, cette dame est intelligente. Ainsi de suite. Alors, comment est-ce que moi je réponds à cette question-là? Comment est-ce que vous trouvez ce discours? Je voudrais dire qu'il n'y a jamais eu de mauvais discours dans ce pays. Il n'y a pas eu de mauvais discours. Lorsqu'on commence le cycle électoral en 2006, Gizenga est nommé Premier ministre par Joseph Kabila. Il a fait son discours programme. Il a été remplacé par Adolphe Muzito. Muzito a fait également son discours programme. Muzito a été remplacé par Matata Ponyo. Vous prenez Sami Badibanga. Vous prenez Bruno Tshibala. Vous prenez également le Premier ministre Ilon Kamba. Et enfin Sama Lukonde. Vous prenez tous ces premiers ministres. Ils ont fait des bons discours. Des très bons discours. Lorsque vous suivez ces discours, vous sentez qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose au pays. Lorsqu'un Premier ministre vient d'arriver, il veut tout de suite épater des gens par son discours. Surtout les discours programmes. Parce que ça se prépare très bien. Il faut que je prouve aux Congolais que je suis un très bon Premier ministre. Je ne vais pas faire comme les autres. Mais posez-vous maintenant la question. Depuis qu'Antoine Gizenga a fait son discours, où est-ce qu'on en est avec le pays? Où est-ce qu'on en est avec le pays? C'est une bonne question. Depuis que Adolphe Muzito a fait son discours, qui était un financier, depuis que Matata Ponyo a fait aussi son discours, où est-ce qu'on en est avec le pays? Est-ce qu'il faudra qu'on puisse continuer à se poser des questions par rapport au discours programme d'un Premier ministre? Je pense non, pour moi. C'est un bon discours, mais on ne devrait pas se poser la question pour savoir si c'était un bon discours ou c'était un bon programme ou un mauvais programme. Non, il n'y a pas eu de mauvais programmes. Il y a toujours des bons programmes, mais qui ne sont pas réalisés malheureusement. Qui ne sont pas réalisés. C'est ça le vrai problème. Oui. Aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas féliciter la Première ministre parce qu'elle a fait un bon discours ou elle a présenté un bon programme. Je voudrais l'attendre à l'œuvre pour voir effectivement ce qu'elle pourrait faire. Alors, peut-on dire qu'à partir du contenu de son discours avec 18 milliards de budget annuel annoncé, c'est ce qu'elle a dit, la situation des Congolais peut changer? Ah oui, ça c'est une bonne question. C'est effectivement ce que nous venons de dire. Est-ce que la situation des Congolais peut changer? 92 milliards en 5 ans, 92 milliards en 5 ans, 18 milliards par an. Par an, oui. Bon, vous savez, quand nous regardons d'abord les chiffres... Le budget quand même est énorme, ça commence à monter. Je me rappelle d'un homme qui avait promis un budget de 48 milliards pour 5 ans. Il s'appelle Matata Ponyo. Mais il nous a donné 48 milliards pour 5 ans. À l'époque, ça a avoisiné 9 milliards, 9 milliards de dollars l'an. Mais il nous a donné un budget de 4 milliards par an. Vous savez, dans les chiffres, on peut mettre des chiffres, on peut gonfler les chiffres. Mais la réalisation, c'est autre chose. Effectivement, lorsque nous regardons le budget, nous étions déjà arrivés à... Nous sommes quand même arrivés à monter petit à petit avec notre budget national de manière annuelle. Avec Félix Tshisekedi, on a 16 quand même, milliards. On en est arrivé à 16 milliards. Aujourd'hui, s'ils nous promettent 18 milliards, on peut dire que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça va de l'avant. Donc on ajoute un peu 2 milliards. Est-ce qu'elle pourra mobiliser? Et c'est ça aussi. On ajoute un peu 2 milliards sur les 16 milliards d'avant. Ça signifie qu'on va arriver à 16 milliards. Mais les 16 milliards, ce serait pourquoi? Pourquoi? Quand vous prenez les 16 milliards, la grande partie de notre budget national sert au fonctionnement des institutions.
le fonctionnement des institutions ne nous donne pratiquement rien. Il n'y a rien d'important pour l'investissement. Rien d'important pour l'investissement. Alors, elle va ajouter 2 milliards. Est-ce que ce sont les 2 milliards aux 16 milliards? Je parle bien de 2 milliards par rapport aux 16 milliards d'avant. Il va ajouter 2 milliards. Est-ce que ce sont les 2 milliards qui vont nous donner quelque chose d'intéressant au pays? Je ne pense pas. Il y a une possibilité de faire rêver les Congolais. S'ils sont vraiment travailleurs, si le gouvernement souminois est vraiment travailleur, elle devait placer la barre très haut. Et mais là, elle est un peu à l'image de comment elle a commencé. Elle a commencé. Pour savoir si ça peut changer, la situation du Congolais. Oui. Regardons l'image, comment elle a commencé. Elle commence par sortir un programme, par une équipe plutôt. Elle commence par publier une équipe qui a des omissions des autres provinces. Déjà, elle ne respecte pas la Constitution. Non seulement elle ne respecte pas la Constitution, il y a les ressortissants du Maniema qui font une déclaration pour dénoncer le fait que leur province n'a pas été représentée au niveau du gouvernement, puisque c'est prévu par la Constitution, c'est exigé par la Constitution. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent la menace venir par rapport à son investiture. Elle commence ce qu'on appelle les consultations. Les consultations. Mais Vital Kamerhe aussi a fait la même chose. Hein. Vital Kamerhe a fait la même chose. Oui, il a aussi consulté avec lui. Alors, posez-vous la question. Est-ce que ces consultations ont été initiées par des gens qui se remettent en question? Est-ce que ces consultations sont initiées par des gens qui savent se remettre en question? Non. Ce sont des consultations initiées par des gens qui disent « les chiens aboient, la caravane passe ». Expliquez-vous un peu. Les chiens aboient, la caravane passe, ça signifie que vous avez sorti un gouvernement qui est tellement déséquilibré au niveau de la représentation provinciale, tellement déséquilibré avec beaucoup de membres du gouvernement du Kasaï, en oubliant d'autres provinces, et ce déséquilibre ne vous dit rien, vous. Et lorsque les gens vous le rappellent, vous commencez à faire ce que vous appelez consultation. En réalité, les consultations, c'est pour faire quoi? Une opération de charme. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces députés nationaux? Mais les présidents des partis politiques aussi n'étaient pas satisfaits. Hein? Il paraît qu'on envoie des noms d'autres personnes, c'est d'autres personnes qui sont nommées. Ben, bon, ça, moi, à ce niveau, je ne pourrais pas. À ce niveau, je ne pourrais pas appuyer les chefs des partis politiques. Ce ne sont pas les chefs des partis qui imposent les noms des gens qui doivent être nommés au gouvernement, non. Mais ici, je pense l'équipe qui était chargée de pouvoir traiter les candidatures des personnalités qui ont été envoyées par les partis politiques ont raison de pouvoir faire leur choix. Mais ils doivent respecter ce qui est exigé par la Constitution, notamment la représentation provinciale. On ne devrait pas justifier l'oubli de la province du Maniema. On ne devrait pas justifier ça. Même si la question de la géopolitique est une question d'emprunt de ce qui se passe sur le plan international. C'est une question de relations internationales. C'est pourquoi on parle de la géopolitique avec les institutions internationales. Mais on l'a intégré dans notre constitution. Il devrait la respecter. Trouver un ministre qui représente le Maniema. Alors, lorsque vous regardez la manière dont elle a travaillé avec les consultations, lorsque vous suivez de près, posez-vous la question. Les consultations ont servi à quoi? Qu'est-ce qu'on dit à ces ministres? Quel était l'objectif? Quel est l'objectif des consultations? Qu'est-ce qu'on dit à ces ministres? Vous savez que dans les réseaux sociaux, les gens comprennent. Les Congolais ne sont plus dupes. J'ai lisé les commentaires dans les réseaux sociaux. Il y a des Congolais qui disent par exemple que non, mais ça c'est la corruption. Ah, j'ai dit, mais les Congolais ont commencé à comprendre. Quand les Congolais appellent déjà ça la corruption, les Congolais commencent à comprendre. Les consultations. En fait, les consultations en question, c'est juste une opération de charme pour dire aux députés nationaux d'investir le gouvernement. D'investir le gouvernement. Et moyennant une motivation. J'aurais appris ça aussi. Je n'en ai aucune preuve. Je n'en ai aucune preuve. Mais c'est une manière de comprendre. C'est une manière de comprendre cela. Parce que comment expliquer qu'un gouvernement ou bien qu'une première ministre arrive à omettre une province dans son équipe? Dans son équipe. Il est vrai qu'il y a un travail de réajustement qui s'est fait. Pour respecter ce que je viens d'appeler la géopolitique, il y a un travail de réajustement qui s'est fait. Lorsque vous nommez, vous avez les profils des gens qui sont en face de vous, vous nommez quelqu'un
À un moment, vous devez réajuster. Si vous trouvez qu'il y a un déséquilibre entre les provinces, telle province est hyper représentée, avec beaucoup de ministres, vous essayez un peu de réajuster. Mais bien entendu, vous travaillez avec quel outil? C'était quoi l'outil de travail de la première ministre? C'était quoi son outil de travail? Il n'y a pas un tableau là? Est-ce qu'il n'y a pas... On devrait avoir un tableau récamp. Vous avez un tableau... Il y a aujourd'hui des grands téléviseurs avec des écrans. Vous avez un grand écran avec des couleurs. Vous utilisez des couleurs. Lorsque vous avez les noms, vous avez les profils d'une personne, vous avez tout sur lui. Vous avez son nom, vous avez son parti politique, vous avez son origine, hein, vous avez sa province, ainsi de suite. Lorsque vous placez les noms et vous remplacez tout ce qui lui concerne partout. Et quand vous remplacez tout ce qui lui concerne partout, vous avez la possibilité de voir les couleurs. Vos couleurs vont vous démontrer que dans la colonne province, il y a une province qui est beaucoup plus représentée par rapport à une autre. Et très facilement, vous pouvez vous rendre compte que non, telle province manque de représentants. Et là, vous ne pouvez pas sortir un gouvernement dans ces conditions. Et si vous êtes parvenu à sortir un gouvernement dans ces conditions, ça signifie que vous avez utilisé un autre outil que celui qui peut vous aider facilement. Pourtant, nous sommes au XXIe siècle. Il aurait fallu qu'il y ait quand même un travail sérieux de ce côté-là. Mais aucune solution n'a été trouvée. Hein. Bien entendu, il y a eu un peu... On a décollé comme ça, le gouvernement a été investi. Oui, mais pourquoi? Parce que vous avez... ne s'est pas retrouvé. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Si le gouvernement recule, et ça c'est encore pire. Si vous reculez, ça devient pire. Ils devraient normalement continuer, comme ils l'ont fait. Et là, ils sont à féliciter, quelque part, même si c'est dans le mauvais sens. Ils sont épais à féliciter, même si c'est dans le mauvais sens. Parce que ça a pris aussi beaucoup de temps. Oui, hein, ça a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient faire une sorte d'avénement à l'ordonnance présidentielle pour nommer un seul ministre, ou bien pour répondre. On aurait tombé un peu dans l'enfantillage, en quelque sorte, dans la bassesse, un tout petit peu. Et c'est comme ça, ils ont étudié la question, ils se sont dit, non mais on ne va pas faire ça. On va continuer, on va juste expliquer aux ressortissants d'Imaniema qu'on pourrait les récupérer. On a expliqué quoi pour calmer? Est-ce qu'il y a eu... comment... Parce qu'on parle de 50 000 $, 30 000 $, par député. Aujourd'hui, 6 000 $. J'ai reçu un invité là, le député provincial Bazin Pembe, qui a parlé de 6 500 $. Bon, on ne sait pas. Alors, moi, je n'en ai aucune preuve. Je n'en ai aucune preuve. Mais je sais au moins que nous sommes dans les pratiques qui existent depuis très longtemps dans ce pays. Ce sont des pratiques qui existent depuis très longtemps. Lorsque vous voyez Vital Kamerhe initier ce genre de consultation, il est en train de préparer une force qui lui est favorable. Il est en train de préparer. On va arriver à autre chose, je vais expliquer. Mais lorsque vous voyez ça, nous regardons un peu la manière dont ça se passe. Ça n'a pas commencé avec le règne de Félix Tshisekedi, ça a commencé depuis très longtemps avec Joseph Kabila. Là, nous sommes en démocratie avec le cycle électoral qui commence en 2006. Vous regardez, ce sont les mêmes pratiques, les mêmes conciliabules, les mêmes tractations. Et quand vous motivez ces gens de députés, vous ne les motivez pas gratuitement. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, les Congolais soupçonnent qu'il y aurait de l'argent qui aurait été versé auprès de députés pour qu'ils ferment la bouche, qu'ils ferment les yeux, qu'ils se taisent et qu'ils investissent le gouvernement. Qu'ils investissent le gouvernement. Vous venez là de dire... Et ce sont ces pratiques, ce sont ces pratiques qui peuvent présager, qui constituent en fait un mauvais présage. Un mauvais présage par rapport à ce qu'on peut... considérer l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est un mauvais présage. Parce que quand vous êtes dans les mêmes pratiques, vous ne voulez pas travailler de manière sérieuse pour donner des solutions aux problèmes des Congolais. Vous travaillez pour conserver votre pouvoir. Vous êtes dans des pratiques qui vous amènent dans des conciliabules pour corrompre. Et quand vous corrompez, vous commencez à travailler pour votre sécurité financière, pour vous refaire une santé financière, et non plus pour aider le pays, et ça, c'est pas bon. On devrait se ressaisir et puis apprendre des erreurs qu'on a commises. On répète toujours le même schéma, comme vous venez de dire. Là, il y a plusieurs ministres qui sont passés, qui ont fait de bons discours, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Et la réalisation pose problème. J'espère qu'avec Madame Souminois, il y aura la différence. Alors, l'investiture a eu lieu dans la nuit, je venais de le dire tantôt à 1h35, vers 2h du matin. La question que tout le monde s'est posée est celle de savoir pourquoi Judith Souminois Touloukoua n'a pas demandé 24 heures ou 48 heures pour préparer de réponse aux préoccupations de députés.
Ah, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas demandé 48 heures? Oui, 24 heures. Parce que les gens auraient voulu qu'elle demande 48 heures. Oui, 48 heures parce qu'il faisait tard. Depuis 8 heures, 10 heures, 13 heures. Ça a commencé vers 13 heures. Alors, ce ne sont pas des choses qui se disent à la télé, mais je vais tenter d'expliquer un peu quelque chose. Vous savez que elle ne pouvait même pas demander les 48 heures. Elle ne pouvait pas demander. Elle ne pouvait pas demander. Pourquoi? Pourquoi? Tout part de la manière dont elle a préparé son investiture. Je viens de parler de la menace qui planait sur son investiture. Il y avait une épée de Damoclès suspendue sur sa tête. Tout est parti du mécontentement des députés du Maniema et il y a eu une pétition qui avait déjà recueilli plus de 100 signatures contre l'investiture du gouvernement Soumino. Lorsque la Première ministre se retrouve dans ces conditions-là, où il y avait une menace contre son investiture, elle prend quand même le temps de travailler. Elle prend le temps d'initier les consultations avec les députés. Elle arrive à convaincre les députés de l'investir, de l'accepter, d'accepter son équipe et de l'investir. Elle comprend que les députés ont accepté de l'investir. Elle arrive le jour de la cérémonie. Elle présente l'économie de son programme quinquennal. Et puis, il y a des questions, beaucoup de questions qui ont été posées par les députés nationaux. Et vous dites que parce qu'il faisait tard, elle devait rentrer. Non, elle ne devait pas rentrer. Pourquoi? Parce que si elle ose demander les 48 heures, il y a quelque chose qui peut se passer dans les 48 heures contre son investiture. Comment ça se passe? De rejeter. Lorsque vous êtes dans la salle, vous voyez quand chaque député passe devant les groupes parlementaires qui sont représentés, les députés qui passent pour poser des questions à la Première ministre, à la fin, dans leur conclusion, ils font quoi? Ils font un appel. Soit ils appellent à la désapprobation du programme pour rejeter le gouvernement, soit ils en appellent à son approbation pour l'investiture du gouvernement. La Première ministre est en train de vérifier la dynamique de la salle. Vous vérifiez d'abord la dynamique de la salle. Est-ce que la salle vous est favorable? Est-ce que la dynamique de la salle vous est favorable ou non? Si la dynamique de la salle vous est favorable pour votre investiture, vous ne devez pas demander les 48 heures pour aller préparer les réponses. Vous ne devez pas demander les 48 heures. Pourquoi? Si vous demandez les 48 heures pour aller préparer les réponses, là je suis en train de parler de la praxis politique. Parce qu'il y a deux volets. Dans le jeu des questions-réponses entre les députés nationaux et le Premier ministre ou la Première ministre, il y a des volets. Il y a les volets de la gouvernance qui appellent à ce jeu des questions-réponses. Un député pose une question et il a besoin d'une réponse. Ça, c'est le volet de la gouvernance. Il y a le deuxième volet, c'est les volets politiques par rapport à l'acceptation ou non du gouvernement. Alors, là, ils sont beaucoup plus dans les aspects politiques de la chose, de l'investiture. Et ce sont ces aspects politiques de l'investiture qui font que la Première ministre puisse vérifier la dynamique de la salle. Est-ce que la dynamique de la salle m'est favorable? Si elle estime que tous les députés qui sont passés devant ont appelé à l'approbation de son programme et à l'investiture du gouvernement, elle ne peut pas demander les 48 heures. Il faut qu'on les fasse tout de suite. Et là, c'est pourquoi elle a répondu. Ça se prépare, Nicole. Ça se prépare. On va lui dire, madame, vous vérifiez la dynamique de la salle. Si elle vous est favorable, ne demandez pas 48 heures. Vous devez répondre sur le champ et demander votre investiture sur le champ. Pourquoi ne pas répondre? Pourquoi répondre sur le champ? Parce que la politique fait partie des sciences sociales. Les sciences sociales ne sont pas des sciences exactes. Les réponses qu'on donne aux députés nationaux ne sont pas des réponses exactes. Ne sont pas des réponses exactes. Lorsqu'un député pose la question, Madame la Première ministre, dites-nous par rapport aux routes de ma province, dites-nous par rapport à tel projet, par rapport à la création de l'emploi, comment vous allez faire, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez vraiment que cette députée-là, cette députée ou bien ces députés, s'attend à une question, à une réponse exacte? Non, nous ne sommes pas dans les mathématiques. Elle a répondu aussi d'une manière générale. Voilà. On ne répond que de manière générale. Ouais. Et d'ailleurs, après la réponse de la Première ministre, celui qui a posé la question n'a plus le temps de revenir pour dire qu'elle est d'accord ou non.
il est satisfait ou non. Jusqu'à 1h du temps, 1h du matin, 2h, les gens étaient déjà fatigués. Comme ça ne fait pas partie des sciences exactes, vous donnez les réponses que vous avez. Vous donnez les réponses de manière générale que vous avez. Parce qu'on ne va plus accorder la parole aux gens qui vous ont interrogé de se prononcer. C'est un peu différent des questions orales avec débat ou des interpellations. Lorsqu'un député dépose sa question orale avec débat, on invite le ministre qui l'a interrogé, il pose sa question, le ministre réagit, il y a un débat général, on pose des questions, le ministre réplique, et après la réplique, on accorde maintenant la parole à l'auteur de la question orale avec débat pour qu'elle conclue sa question. C'est à ce moment-là qu'elle peut dire, que la personne peut dire qu'elle est satisfaite ou non. Si elle n'est pas satisfaite, elle peut transformer sa question orale avec débat en une motion de défiance, par exemple. Et ça peut faire peur à un ministre, à un membre du gouvernement, ça peut lui faire peur. Mais là, le membre du gouvernement peut demander, non, je peux répondre demain, je peux revenir demain. Et revenir demain, là aussi, c'est un peu la corruption. Justement, effectivement, tu as compris. Ça, c'est la praxis. Ah, d'accord. Ça, c'est la politique. La politique, c'est comme ça. Ça, c'est la politique. Quand le ministre se retrouve dans ces conditions-là, il s'agit des questions qui lui ont été posées par des députés, il se rend compte que si je réponds mal à ces questions, l'auteur de la question orale avec débat risque de la transformer en une interpellation, et après une interpellation, une motion de défiance. Et si j'en arrive là, je peux tomber. Et là, il va demander les 48 heures. On va les lui accorder. Et rassurez-vous, lorsqu'il rentre dans son cabinet pour aller travailler, il ne prépare pas vraiment ses questions. Il négocie. Il négocie avec l'auteur de la question orale avec débat. Ce sont des choses qui se passent la nuit. Les gens ne voient pas ça. Je n'aurais pas pu les dire à la télévision. Oui, tout se passe la nuit. Je ne suis pas dans un cabinet politique. Je ne suis pas conseiller d'un ministre pour que je comprenne comment ça se passe. Vous êtes quand même expert. Moi, je comprends. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste. Voilà. Alors, que répondre aux gens qui pensent que non, c'était juste une préparation, une formalité et tout ça, l'investiture. Donc, vous donnez raison à tout ce monde-là. Hein. Oui, c'est une formalité. C'est une formalité, en fait. C'est une formalité parce que la Constitution prévoit que le Premier ministre aille défendre son programme de gouvernance à l'Assemblée nationale. Mais c'est une formalité. Bien qu'il y ait eu des questions pertinentes. Bien qu'il y ait eu des questions pertinentes. Même les questions pertinentes. Je viens de vous dire qu'en sciences politiques, les sciences politiques ne sont pas des sciences exactes. Il n'y aura pas des réponses exactes. Il y a toujours des débats quand on vous répond sur le plan politique. Même si vous donnez la meilleure réponse qu'il soit, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire non, 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 c'était une mauvaise réponse. On a vu avec Mwando. Voilà. Et puis, on va vous dire non, il y a quelqu'un qui va vous dire non, non, c'était la mauvaise réponse. Celui-là devait se taire. C'est comme ça avec les sciences politiques. Ça fait partie des sciences sociales où les réponses ne sont toujours pas exactes. Ah bien, d'accord. Alors, les 6 piliers de son programme touchent également à la création d'emplois. Comment trouvez-vous cela? Bon, je venais de dire tout à l'heure que on a connu quand même des premiers ministres dans ce pays. On a connu Gizenga, je les ai cités tous, Muzito Matata et les autres. Mais tous ont parlé Chaque pilier avec pourcentage. Hein. Tous ont parlé de la création. 30% pour la création d'emplois. Tous ont parlé de la création de l'emploi. Mais posons-nous un peu la question. Combien d'emplois ont été créés depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a l'impression que les emplois ont été créés ou non? On a l'impression que les emplois n'ont pas été créés. Pourtant, il y a quelque chose qui a été fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, mais on ne sent pas qu'il y a quelque chose qui a été fait. Alors, est-ce que c'est un problème de discours ou un problème d'approche lorsqu'on va dire qu'on va créer les emplois? Est-ce que c'est juste parce qu'il faut le dire qu'on le dit? Ou on est vraiment sérieux? Et qu'effectivement, on veut vraiment créer les emplois? Vous ne sentez pas en elle la volonté de la détermination d'améliorer la situation des Congolais? Il y aura toujours quelqu'un pour gérer la cité. Il y aura toujours quelqu'un pour gérer la cité. Il y aura toujours quelqu'un pour gérer la cité. Et ce gestionnaire fera toujours un discours. Il y aura toujours quelqu'un pour faire une promesse. Il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il va faire quelque chose. Mais il faut maintenant le suivre, le regarder dans ce qu'il a promis. Est-ce qu'il va réaliser? C'est ça le problème. C'est ça l'essentiel. Moi, je voudrais, bien entendu, il s'agit d'une première femme, première ministre au pays. Bon,
on peut quand même lui accorder le bénéfice du doute. On attend le voir à l'œuvre, qu'il crée les emplois. Parce qu'on en a besoin. Mais les jeunes en ont besoin. Ouais, les jeunes mais en ont lorsque besoin. vous créez les emplois, comment les jeunes vont-ils accéder à ça, à ces emplois? Regardez comment ça se passe. Les politiciens font un peu dégoûter les jeunes. Lorsqu'il a fallu choisir les tickets des lignes sacrées de la nation au bureau de l'Assemblée nationale, vous avez vu ce qui s'est passé. Lorsqu'il a fallu nommer les membres du gouvernement, on a appris que le chef de l'État a même recalé certains noms. Parce que les chefs des partis présentaient les membres de leur famille. Parce que les chefs des partis présentaient leurs épouses, leurs enfants, ainsi de suite. Lorsqu'on crée les emplois, c'est les créateurs d'emplois qui cherchent toujours à occuper les postes. Il crée les emplois, il vous dit qu'il va créer les emplois. Il en crée peut-être peu, mais il a toujours le choix de placer les gens de son choix. C'est ça aussi, il faut avoir des contacts, il faut avoir la connexion, il faut connaître quelqu'un. Ça se passe maintenant de bouche à l'oreille, hein, pour être engagé quelque part. On ne doit pas seulement dire qu'on doit créer les emplois. C'est compliqué. On devrait arriver à accorder la chance à tout le monde. Et là, parle aussi de l'entrepreneuriat. Hein, accorder la chance à tout le monde. Vous accordez la chance à tout le monde. Vous ne faites pas des emplois un sujet des marchandages politiques. Le clientélisme. Vous appartenez à un parti politique, on vous donne un poste. Le PPRD nous a un peu mal habitués avec ça. Je me rappelle, une certaine époque, il y a des jeunes qui allaient adhérer au PPRD pour obtenir un poste quelque part. J'ai vu même un ami qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il a contacté un cadre d'un parti politique pour obtenir un poste quelque part. On lui dit, si vous voulez, pour que ce soit facile pour vous, adhérez seulement au parti. Vous adhérez au parti, on vous donne le poste. Regardez un peu. Tout est conditionné là. C'est compliqué. Alors finalement, on va faire de tout le monde les membres du parti, des membres des partis politiques pour obtenir de postes. S'il faut que tous les pays deviennent membres d'un parti politique, qu'est-ce qu'on va récolter finalement? Non. Je voudrais que le président de la République pense un peu à ça. Avec la Première ministre, alors, pour un peu changer la donne. On ne peut pas faire la même chose tout le temps la même chose. Ça fatigue et ça lasse. Alors, comment créer l'emploi, hein? Donc, parlons un peu de l'emploi de jeunes, tout ça. Comment créer de l'emploi dans un pays où la bonne gouvernance pose problème? Ah oui, mais ça c'est une question très importante. Hein. Comment est-ce que vous créez l'emploi dans un pays où il y a mauvaise gouvernance? Il y a mauvaise gouvernance. Ouais. On peut dire tout de suite que c'est utopique. Tout de suite, on peut répondre que c'est utopique. Le pouvoir d'achat aussi. Vous avez un pouvoir d'achat au rabais. Vous avez la mauvaise gouvernance. Et vous pensez que vous allez créer les emplois. Vous allez les créer comment? C'est ça. Les climats d'affaires qui ne s'améliorent toujours pas. Vous allez créer les emplois comment? Parce qu'effectivement, l'État, son travail, c'est de pouvoir permettre aux investisseurs de pouvoir venir investir à travers un climat des affaires qui s'améliore, qui encourage les investisseurs à venir, créer des entreprises. Et quand il y a création des entreprises, on allège un peu les conditions de création des entreprises, on allège un peu la fiscalité. Et quand la fiscalité est aussi souple et simple, quand la fiscalité est souple et simple, et vous permettez aux opérateurs économiques de pouvoir créer les entreprises et par ricochet créer les emplois. Et à ce moment-là, les jeunes peuvent aller, ils ont des compétences, il y a des jeunes qui ont étudié, qui ont peut-être moins d'expérience, qui peuvent aussi apprendre, qui peuvent aller pour accéder à ces postes. Et dans 5 ans, c'est possible. Hein? Mais quand vous êtes dans un pays où la mal-gouvernance, la mauvaise gouvernance est perceptible, je pense que promettre la création des emplois est vraiment utopique. Il fallait peut-être qu'on puisse revoir la chose, qu'on puisse procéder à la bonne gouvernance. Malheureusement, dans notre pays, il y a toujours des phrases qui sont un peu génériques. Et ça, c'est les gouvernements des warriors. Ouais. On n'a pas vu des warriors. C'est les gouvernements des surdoués. On n'a pas vu des surdoués. C'est le gouvernement de la compétence professionnelle. Toujours tellement de belles expressions. Hein? Des mots qui sont tellement tentants, c'est tellement beau. Mais quand vous regardez maintenant ce qui se passe,
C'est le contraire pratiquement de ce qui se passe. Je venais de parler tout à l'heure dans une ancienne émission qu'on a eue avec vous, des anciens ministres qui ont été reconduits. Oui, qui sont revenus, les anciennes figures. Les anciennes figures qui énervent les Congolais. Parce que les Congolais, quand ils voient des anciennes figures, ils vous disent, mais ils vont nous donner quoi? Ils vont rien donner. Paloukou est là, Lucien Boussa est là. Pratiquement, vous dites aux Congolais que vous allez améliorer. On voit toujours les sachets, des plastiques, des magasins là, qui vendent des... Bon, on avait interdit, voilà. Mais jusque-là, rien ne change. Voilà. Vous dites aux Congolais que vous allez améliorer, mais vous nommez les mêmes animateurs qui n'ont pas pu améliorer par le passé. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, vous allez les exorciser? Peut-être qu'il y aura, on va les exorciser. Eh bien, rapidement, nous chutons déjà, on nous signale là. On ne peut pas parler de tous les piliers, hein, on n'a pas assez de temps. Il y a sécurité, elle a dit 20% côté sécurité, et puis 50% social. Dans le social, on voit l'éducation, on voit les systèmes LMD là aussi critiqués. Hein. Voilà, on ne sait pas comment ça peut. Donc rapidement, un peu précis, vous pouvez... Bon, mais les députés essaient un peu de voir les choses. Il y a le système aussi, LMD, il y a les hôpitaux, il y a beaucoup de choses. Bref, c'est le social des Congolais. Social, tout est prioritaire, Nicole. Tout est prioritaire, oui. Tout est prioritaire au pays. Alors, il faut commencer par quoi? Par quoi? C'est pourquoi il faut un bon diagnostic. Il y a ces députés qui ont dit qu'il fallait commencer par la sécurité, parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. On ne sait rien faire. Bien entendu, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Il faut quand même, du côté de la sécurité, quand vous n'êtes pas en sécurité, vous ne savez pas réfléchir, vous ne savez pas travailler. Ils ont raison quand même. Donc, vous commencez par la sécurité, mais en même temps, quand vous commencez par la sécurité, ça vous pose un peu problème. Alors, moi, je voudrais qu'on accorde un peu beaucoup de chance, non seulement à la sécurité, mais également au ministère de l'économie. Le ministère de l'économie, la fois passée, on expliquait que c'est un ministère, c'est un portefeuille transversal. Il faut que tous les autres ministères qui sont un peu engagés dans la production locale puissent être réactivés. Vous prenez le ministère de l'Agriculture, par exemple. Pêche et élevage. Pêche et élevage. L'agriculture, non seulement vous relancez l'agriculture, mais vous devez également aussi avoir des routes de dessert agricole. Ça vous fait tellement beaucoup d'argent. Ça vous fait beaucoup d'argent. Alors, si vous relancez l'agriculture, pensez également aux routes. Ça vous permet d'évacuer les produits agricoles vers les centres de consommation très facilement et ça va vous aider. Et quand vous relancez l'agriculture, vous évacuez vers les centres de consommation, vous relancez votre production locale. Notre population est une richesse. Nous sommes tellement des millions nous-mêmes, nous allons acheter nous-mêmes ce que nous produisons localement et cet argent va un peu redonner la valeur faciale à la monnaie nationale. Et c'est ce qui va faire qu'au niveau de l'économie nationale, on puisse réajuster le taux d'échange et ça va aider. Si on travaille de cette manière-là, je pense que, de manière méthodique, je pense que ça va nous aider. Mais au cas contraire... Remise et reprise déjà, donc Kissa Loumé Banda, donc on observe, on est journaliste. Ils ont pris leur fonction, je pense qu'il faut les laisser maintenant travailler. Les discours, ce n'est pas important pour nous. Les discours, ce n'est pas important. Le gouvernement a 100 jours pour convaincre, hein, et on reviendra ici pour critiquer. On va voir. On va voir. Alors, le gouverneur de la ville de Kinshasa aussi a été investi. Quels sont les défis à relever rapidement, et puis on va se dire au revoir. Alors, le gouverneur de la ville de Kinshasa a beaucoup de défis à relever. Beaucoup de défis à relever. Kinshasa, c'est le miroir. C'est la capitale, c'est le miroir. En tout cas, il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir, il doit être sur terrain. Il doit être sur terrain pour nous enlever un peu. Malheureusement, on n'a pas de temps. J'avais une proposition à le faire. Oui, rapidement, hein, rapidement, une minute. Si c'était possible de créer une entreprise autonome, de salubrité publique, une entreprise autonome qui a sa personnalité juridique, qui a son autonomie de gestion et qui ne peut vivre que par la taxe, une taxe que l'on peut créer. On crée une taxe qui devra être payée par chaque ménage à Kinshasa. Une taxe qui est payée par chaque ménage à Kinshasa, une taxe qui est payée à partir des biens de consommation, comme on l'a fait avec la TVA. D'accord. Et ça peut aller dans le compte de cette entreprise qui peut avoir des agents dans toutes les 24 communes de la capitale
il y aura un très bon travail qui va être fait sur le plan de la salubrité. Il n'y aura pas de la saleté qu'on voit à travers la capitale. Mais s'il faut seulement rester dans le même paradigme, je pense que trop d'embouteillages, les trous, tout ça. Donc, bonne chance à notre nouveau gouverneur, au gouverneur de la ville de Kinshasa. Bon boulot, en tout cas, à tous nos ministres hein, et à la première ministre aussi et à son équipe. Donc, on veut vous voir à l'œuvre, hein, c'est ça. Donc, mot de la fin, nous sommes journalistes quand même. Je vois Francis là qui est un peu énervé. C'est ça qui est en train de lancer une campagne là, de la lutte contre l'immoralité dans le média. Il faut l'encourager, il faut l'encourager, il faut l'encourager. Ce sera votre mot de la fin. Oui, mais il faut l'encourager. Patrick Mouyaya a promis de fermer les chaînes qui ne sont pas à nôtre avec l'État. Il peut le faire. Je pense peut-être qu'il m'a écouté. Il doit se ressaisir celui-là. Il doit se ressaisir. Il y a du n'importe quoi dans le secteur des médias. Hein, lors de notre dernière émission. Il y a du n'importe quoi. Il y a des programmes qui dépravent les mœurs. Ce n'est pas tellement intéressant de regarder la télévision ni les réseaux sociaux. Comme il y a la loi sur les numériques, on peut voir de ce côté-là pour qu'on puisse un peu éduquer notre société. C'est très important. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci Ambroise Mamba. Merci Francis Béa à la régie. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.